l'offre cinématographique proposée dans les salles anglaises dans les années 50, vous avez un petit peu de films de guerre, parce qu'on est quand même pas très loin de la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc on a encore un petit peu de films de guerre. Vous allez avoir donc ces films anglais. Vous allez avoir le tout début de la Hammer. La Hammer, c'est cette maison de production britannique qui va s'engouffrer dans un allègement de la législation, notamment de la censure anglaise, et qui va, mais son apogée, ce sera les années 60, se lancer dans tout un tas d'adaptations et déclinant les personnages de Dracula et de Frankenstein avec notamment Christopher Lee. Et puis, vous avez essentiellement du cinéma américain. D'ailleurs, un critique avait écrit dans les années 50, s'il y a un fantôme anglais dans les salles de cinéma, il parle avec un accent américain. Ça vous donne une idée de la présence du cinéma américain. Et voilà qu'en février 1956, un trio de metteurs en scène anglais, qui ne sont pas encore metteurs en scène, en fait, ils ont lancé une revue qui s'appelle Séquence. Alors, on peut parfaitement faire un parallèle, évidemment, avec ce qui se passera en France, avec les cahiers du cinéma, et ensuite la nouvelle vague, j'y reviendrai. Et donc, ces cinéphiles qui s'appellent Tony Richardson, Lindsay Anderson et Karel Reisz, vont proposer au Théâtre National de Londres un programme de court-métrage qu'ils vont intituler le Free Cinema. Et avec ce programme, ils proposent un fascicule. Et dans ce fascicule, ils expliquent que ce qu'ils vont proposer est un cinéma selon leur point de vue et qu'ils ont fait dans des conditions de production totalement personnelles, ce qui fait qu'il n'y a pas l'industrie cinématographique britannique derrière. Autrement dit, c'est l'expression d'une certaine liberté. À partir de là, ce free cinéma, ce qu'il propose dans ses courts-métrages, eh bien, va devenir un genre cinématographique anglais, très court, de 56 à 63. Et il va avoir, ce cinéma, une visibilité à partir du moment où ils vont se lancer dans des longs métrages. Longs métrages qu'on va voir, mais qui ne vont pas, d'une certaine manière, être présentés dans certains festivals, parce que les autorités anglaises considèrent que ce qu'on montre dans ces films ne correspond pas à l'idée que l'Angleterre veut donner de sa société. Donc il y aura une espèce de veto à la présentation de certains de ces films dans les festivals. Mais les films, bien sûr, seront exploités dans les salles. Alors, quand on dit courant cinématographique, souvent on fait une liste de critères. Mais là, ils sont très simples. On va avoir une caméra légère. On va évidemment tourner en décor naturel. On va choisir des thèmes différents. On va utiliser des acteurs que l'on n'a jamais vus dans le cinéma conservateur, évidemment. Et à partir de là, si vous regardez bien, ces critères, on peut parfaitement les plaquer sur la nouvelle vague. Qu'est-ce que c'est la nouvelle vague? C'est une caméra légère qui va permettre, le 16 mm, qui va permettre de tourner en extérieur. On sort des studios, bien entendu. On va révéler une génération nouvelle d'acteurs. On va refuser les acteurs qui ont un univers filmique un petit peu trop présent à l'esprit. Et puis, on va aborder de nouveaux thèmes. Alors, on pourrait aller évidemment, un peu plus loin. Moi, je trouve que il y a des similitudes, bien sûr, entre la nouvelle vague et le free cinéma, notamment parce que tous les deux vont refuser le conservatisme du cinéma des années 50. Et puis, tous les deux tirent leur influence du néo-réalisme italien. Ça, c'est absolument évident. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des téléphones blancs. Mais je pense que la comparaison s'arrête là, dans la mesure où le cinéma anglais va plutôt aller du côté de De Sica et du voleur de bicyclette, c'est-à-dire vers un cinéma social. Ce ne sera pas le cas de la nouvelle vague. La nouvelle vague, elle va aller plutôt vers Rossellini. Truffaut était assistant de Roberto Rossellini. Et si on met à part les 400 coups, le cinéma de la nouvelle vague, il va être un petit peu plus
politisé. Si vous regardez même ce que fait Truffaut, après les 400 coups, il fait tirer sur le pianiste, il fait de la peau douce. On n'est plus du tout dans un cinéma social. En revanche, en Angleterre, on va véritablement entrer dans ce cinéma-là. Alors, 3 acteurs vont véritablement exploser à ce moment-là. Richard Harris, Alan Bates, qu'on retrouvera dans les films, dans des films très importants dans les années 60. Et puis, l'acteur phare, c'est Albert Finney, qui est un peu l'équivalent de Belmondo pour la nouvelle vague. Alors, ces acteurs, ils sont très importants parce que dans les années 60, ils vont participer à la production des films qui vont devenir les grands films du cinéma social, et notamment Albert Finney, par exemple, va aider à la production des premiers films de Mike Leigh ou des premiers films de Stephen Frears. Et vous avez l'un des 3 autres également qui va aider Ken Loach à faire Kes. Donc ces acteurs, ils ont aussi un rôle dans la coproduction. Alors, quand on parle évidemment d'un courant cinématographique, bien sûr, on a les critères, mais on a aussi ce qu'on appelle les films emblématiques. Les films emblématiques, pour cette période du free cinéma, qui est donc très courte, il y en a 2, vous les avez là à l'affiche. Les chemins de la haute ville, donc c'est le Home at the Top dans son titre original. Alors c'est un film qui est surtout connu parce qu'il a valu à Simone Signoret l'Oscar de la meilleure actrice à Hollywood. Et c'est à cette époque la première actrice française qui est oscarisée. Et puis vous avez à côté donc vraiment le film essentiel. S'il y a un film à voir concernant le free cinéma, c'est celui-ci, c'est Samedi soir, dimanche matin de Karel Reisz, qui est un des 3 cinéphiles qui avaient participé, bien sûr, au manifeste du free cinéma. Alors, on va remonter un petit peu la planche. Voilà. Donc là, je vous montre juste, voilà. 2 photogrammes des chemins de la Haute-Ville. Les chemins de la Haute-Ville, c'est l'histoire d'un jeune provincial qui va monter à la ville et qui va avoir une aventure amoureuse avec la fille de son patron qu'il va mettre enceinte. Donc le film va essentiellement parler de libération sexuelle. Vous voyez, je vous ai mis un plan où quand il sort évidemment de son milieu, eh bien vous êtes vraiment là dans le milieu ouvrier absolu, parce que bien entendu, ce free cinéma, ce qu'il va essentiellement montrer, c'est la classe ouvrière. Ce qu'on ne voyait pas dans le cinéma anglais des années 50. Et puis, le film le plus important, c'est donc Saturday Night and Sunday Morning. Là, vous avez le début du film et vous voyez qu'on est bien en plein cœur de l'usine. Vous avez la sortie de l'usine, vous avez Albert Finney, dont je parlais tout à l'heure, qui est à l'image, et qui est donc au travail, ce qu'on n'avait jamais vu. C'est Stephen Frears qui, dans une interview, raconte qu'il a 18 ans à l'époque. Il fait la queue, et il dit « Je sais que je vais aller voir un film où pour la première fois je verrai un ouvrier dans une usine et qu'on va me parler de quelque chose que je connais. » Et donc quand Frears dit ça, ça permet de comprendre l'influence absolue qu'aura ce cinéma sur le sien, évidemment, quand il va commencer à travailler à la télévision anglaise. Alors, j'ai essayé de capter, ce sera un petit peu pixelisé, mais on va vous les montrer. On va vous montrer la bande-annonce de Samedi soir, dimanche matin. Et puis tout à l'heure, on verra un extrait de Ken Loach. C'est bon. Donc quel est le thème en fait de Saturday Night Sunday Morning? En fait, le film traite de l'aliénation de l'ouvrier par le travail et va montrer comment il va le noyer dans l'alcool et le sexe. Et donc, évidemment, c'est intéressant d'en parler, tout simplement parce que c'est un sujet mais récurrent dans le cinéma de Ken Loach. L'aliénation, c'est la clé du cinéma de Ken Loach. Et vous l'avez déjà, et d'ailleurs, si vous avez bien regardé le dernier plan de la bande-annonce, ça pourrait être un plan de Ken Loach avec la ville, évidemment, la ville ouvrière en fond. Alors, je vais vous
lire deux, trois extraits des critiques de l'époque, c'est-à-dire des critiques françaises. Quand le film sort en France, donc c'est en 1961, voilà ce que ça donne. Par exemple, Jean-Paul Torok, qui est un des critiques importants à l'époque à Positif, écrit « Rien de misérabiliste dans ce tableau d'une ville ouvrière avec ses pubs enfumés et bruyants, les intérieurs modestes et confortables, ces paysages imprécis d'immensité industrielle. Si Dickens avait pu faire du cinéma, c'est sans doute ainsi qu'il eût aimé en faire. Ce film s'intéresse avant tout à l'individu et c'est à travers lui que paraissent la peinture et la satire de la vie ouvrière en Angleterre. Et on trouve également dans les brumes de Sheffield, les ouvriers britanniques ont pour tout loisir la beuverie du samedi soir et la partie de pêche du dimanche matin, portrait de l'un de ces travailleurs de la grisaille qui ne voudraient pas se laisser abrutir comme ses contemporains. Donc ça, c'est la réaction de la critique française quand elle voit ce film qui est d'une certaine manière un ovni en 61. Le free cinéma va s'interrompre très rapidement puisqu'en 63, on aura un dernier film de Tony Richardson et pratiquement plus rien ne pourra être estampillé free cinéma. Alors pourquoi est-ce que on va quand même, à partir des années 70-80 et jusqu'à maintenant, avoir un cinéma social britannique? Eh bien, tout simplement parce que la télévision va prendre le relais. En fait, en Angleterre, la télévision, c'est le vivier du cinéma. Et dans les années 60, c'est la BBC qui va créer un programme qu'on appelle le docudrama. Ce docudrama, c'est donc une enquête extrêmement poussée et qui va être fictionnalisée et essentiellement sur des thèmes sociaux. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il lance ça? Eh bien parce qu'un producteur donc, de télévision, ce producteur, vous le retrouverez tout à l'heure au générique, parce que c'est lui qui va coproduire Kiss. Et ce producteur dit, en gros, il faut que la télévision montre des films sociaux parce que les ouvriers ne vont pas au cinéma, ne vont pas au théâtre, mais en revanche, le soir, ils sont devant leur poste de télévision. Et donc, lui, son objectif, ça va être de montrer une réalité. Et celui qui va véritablement bouleverser l'Angleterre en 1966, c'est Ken Loach. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure parce que ça me permettra de faire le lien avec la projection. Ces docudramas, ils vont être vus par énormément de gens et par toute une génération qui ensuite, bien entendu, va se lancer dans le cinéma. Mais ce qui est très important, c'est que face à cette BBC, eh bien, il va y avoir la création de télé, de nouvelles chaînes, tout simplement parce que le gouvernement conservateur ne veut pas que la BBC ait le monopole. Et vous allez avoir une série de chaînes qui vont être créées, qui s'appelle ITV, et au début des années 80, la chaîne la plus importante, c'est Channel 4. Et ces chaînes de télévision vont faire du cinéma, je dis bien du cinéma social. Pourquoi est-ce que je dis du cinéma social? Tout simplement parce que les films télé qui seront donc projetés à la télévision anglaise, moi je les ai vus au début des années 80 en salle au cinéma, à Paris. Et je vais vous donner deux grands exemples. Alan Clark. Donc Alan Clark, on en parlera tout à l'heure parce qu'il est essentiel sur la représentation des skinheads dans le cinéma anglais. Donc Alan Clark, on peut dire que Gus Van Sant doit sa palme d'or à Cannes avec Elephant à Alan Clark, puisqu'en fait il a tout piqué à Alan Clark, mais il l'a dit très clairement, puisque l'un des films les plus importants d'Alan Clark s'appelle Elephant. Alan Clark, il va s'intéresser, lui, à la jeunesse et à la brutalité de la jeunesse anglaise, et il va le montrer à la télé. Parce que la différence entre la télé française et la télé anglaise, c'est qu'elle y va de manière assez cash, la télé anglaise, et quand il faut être trash, on va l'être. Et puis sur le cinéma social, eh bien, l'un des metteurs en scène que l'on connaît, qui va mais pendant 10 ans travailler à la télé, c'est Stephen Frears. Et notamment,
un film que nous, on a vu au cinéma, va être projeté à la télé, c'est My Beautiful Laundrette, qui va évidemment révéler Daniel Day-Lewis. Petite anecdote sur ce film-là, lorsque le film est projeté à la télévision anglaise, il y a un ministre de Miss Maggie qui dira dans une interview « La télé britannique doit montrer des gens qui jouent au golf ou qui vont à la pêche, mais en aucun cas des pauvres, des homosexuels et des immigrés. » Oui. Parce que Channel 4 n'est pas une chaîne publique. C'est une chaîne qui est une... Il y a aussi cette possibilité, c'est ça l'Angleterre aussi, hein, c'est qu'on laisse faire, mais on dira ce qu'on pense. La différence, c'est qu'évidemment, la BBC est une chaîne publique, Channel 4 est une chaîne totalement privée, mais qui sera créée justement pour être un contre-pouvoir de la BBC, véritablement. Alors, si on avance encore, eh bien, dans les années 80-90, Shane Meadows, le réalisateur de This Is England, lui, il va voir ces films. Et il le dit très clairement dans toutes ses interviews, moi, ma culture cinématographique, elle provient de la télévision. C'est à la télévision anglaise que j'ai eu l'ouverture cinématographique nécessaire pour faire ce que je fais maintenant. Et on peut partir du principe que la boucle est bouclée, puisque le Free Cinéma sera vu par Stephen Frears, il ira en salle le voir. Lui va ensuite faire des films télé. Shane Meadows va voir ces films, évidemment, à la télé. Et à l'heure actuelle, en ce moment même, sur Channel 4, vous pouvez voir la 3e saison de la série télé déclinée à partir de This Is England. J'en parlerai cet après-midi, mais actuellement, This Is England 90 est projeté à la télévision anglaise sur Channel 4. Et donc, Shane Meadows, lui aussi, est passé par la télévision. Mais en faisant des films qui sont véritablement des films qui, en France, passent dans les salles de cinéma. Alors, on va revenir maintenant sur, pour lancer caisse, on va revenir sur ce qui va donc bouleverser on va remonter l'Angleterre. À l'époque, évidemment, tout le monde regarde la BBC. Et en novembre 1966, un documentariste, car il est documentariste à l'origine, qui s'appelle Kenneth Lodge, personne ne sait qui c'est, va proposer un docudrama parmi vraiment les plus retentissants. Alors ce film s'appelle Cathy Comes Home. Le film commence avec Cathy qui va rencontrer celui qui va devenir son fiancé. C'est plutôt donc un début très romantique. On est bien sûr dans une ville ouvrière anglaise et tout le décorum, évidemment, sera celui que Ken Loach va réutiliser. Quand vous regardez le photogramme qui est en bas, il pourrait parfaitement être extrait de caisse. Et le début du film raconte leur vie tout à fait normale avec leurs 2 enfants et vous voyez que ça semble très bien se passer. Sauf que, évidemment, ça s'appelle un docudrama, il y a donc forcément une dramatisation. Et là, eh bien, tout simplement, il va perdre son emploi, car évidemment, le chômage est présent. Perdant son emploi, il va, lui et la famille, être happés par une espèce de spirale infernale qui va les rendre SDF. Et elle va se retrouver avec les 2 enfants à la rue. Elle essaiera de se loger, mais on lui refuse toujours un accès parce qu'elle est femme seule avec 2 enfants. Quand elle frappe là où on loue des chambres, eh bien, on la rejette. Et puis, on va voir maintenant les 4 dernières minutes. Alors, je vous dis un petit peu ce qu'il y a dedans parce que c'est en anglais non sous-titré et franchement, c'est pas évident à comprendre. Moi, j'ai même sollicité mes collègues d'anglais qui avaient l'oreille collée, parce que comme toujours avec Ken Loach, c'est un anglais de la rue, c'est un anglais ouvrier qui n'est pas du tout académique, on n'est pas dans le cinéma de James Ivory, et donc c'est beaucoup plus difficile à comprendre. Donc en gros, ce qu'on va lui dire là dans la séquence, l'inspecteur de la DAS, des services sociaux, en gros va lui dire: vous avez eu votre chance, vous ne l'avez pas saisie, vous ne nous intéressez plus,
on se moque de vous, on vous laisse sur le côté. En revanche, les enfants nous intéressent. Et on voit donc les 4 dernières minutes. Alors, on peut s'arrêter là. Voilà, c'est la fin de ce film. Juste une petite remarque, Ken Loach reviendra sur ce sujet, à savoir quand les inspecteurs des services sociaux s'emparent des enfants dans un film dans les années 90, je crois que c'est 94 ou 95, il va réaliser un film qui s'appelle Lady Bird. Alors là, Lady Bird, c'est au début du film, nous sommes dans la salle d'accouchement, dans l'hôpital. Vous avez donc la mère qui accouche, et après que le gynécologue a coupé le cordon ombilical, vous avez les services sociaux qui font irruption dans la salle d'accouchement. Elle est encore sur la salle de travail. Il s'empare de son enfant. Et ça, c'est le début du film. Et en fait, le film, lui, va montrer cette fois-ci le combat de la mère pour récupérer l'enfant. Mais on est dans les années 90, Ken Loach s'est un petit peu assagi, et donc évidemment, il y aura une issue heureuse à ce film. Là, nous sommes dans les années 60, on est en 1966, et Ken Loach n'a absolument pas l'intention de faire des films avec des happy end. Il va faire un cinéma beaucoup plus radical, et là, il met l'accent sur une réalité sociale anglaise extrêmement forte. Le film va avoir autant d'impact sur les Anglais que les 400 coups on a eu sur les Français quand le film est sorti, à savoir évidemment la situation de ces enfants dont on ne parlait jamais. Et Ken Loach fera souvent dans son cinéma des références aux 400 coups de Truffaut. Alors on est en 66, et évidemment quand vous êtes capable d'une certaine manière de bouleverser l'Angleterre avec un film à la télévision, clairement, on vous propose de passer au cinéma. Et celui qui va, d'une certaine manière, aider Ken Loach à réaliser des longs métrages, c'est tout simplement celui qui produit ces docudramas à la télévision. Et il va le faire avec l'aide en cofinancement de ces acteurs qui avaient au départ, en 56, prôné le free cinéma. Donc, on va voir maintenant, bien entendu, Kess. Qui a déjà vu Kess? Un petit peu, effectivement. Alors, Kess, c'est donc 1969. Donc, vous voyez que c'est son deuxième film. Et ce qu'on a ici, ce que vous venez de voir, d'une certaine manière, il y a déjà la méthode Ken Loach dans ces docudramas. Et d'une certaine manière, ce qu'il fait à la télévision, il va bien sûr l'appliquer au cinéma. Il faut également savoir que Ken Loach n'arrêtera pas de travailler pour la télévision, mais uniquement en tant que documentariste. Il va continuer jusque dans les années 90 et 2000 à faire des documentaires pour la télévision anglaise. Voilà, donc c'était un petit panorama de ce cinéma anglais, et j'espère que ça vous est clair. Pour voir maintenant, Kess, donc je vous laisse avec Billy Casper et son faucon.